Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Pour vous la présenter ce matin au micro, Georges Allen. Aujourd'hui, nous allons parler politique, nous allons parler du fonctionnement du Sénat, nous allons parler économie, pourquoi pas, parce que le Parlement haïtien, en tant que co-dépositaire de la souveraineté nationale, a son rôle à jouer dans l'économie haïtienne. Et pour en parler, nous avons avec nous le président du Sénat, le sénateur Yuri Latortue. Bonjour, merci d'être avec nous à Métropole. Bonjour Georges, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la radio Télémétropole. Plaisir d'être avec vous. Je profite pour saluer tous les auditeurs, auditrices de l'Artibonite qui m'écoutent actuellement. Et je crois que être à Métropole, c'est se situer dans une position où l'on aura une bonne émission d'analyse et également parler du fonctionnement de cette institution qu'est le Sénat, institution bicentenaire, institution, je veux dire, en pleine rénovation. Et je crois que le public aura cette opportunité, puisque une fois, j'avais déjà abordé cette question avec Wendell, maintenant d'en connaître encore beaucoup plus du Sénat, de ce que nous faisons et de ce que nous allons faire. Sans vous envoyer de fleurs, sénateur, c'est en fait, aujourd'hui, on a un Parlement, un Sénat de la République qui est plutôt proactif. Est-ce que cette proactivité du Sénat est due au fait qu'il y a une majorité qui supporte le président de la République, en quelque sorte? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs, puisque aujourd'hui, nous avons un Sénat qui est presque au grand complet. Deuxièmement, il y a immédiatement après les élections, une volonté de la part de tous les sénateurs de se mettre au travail, puisque le constat a été surtout un constat d'échec pour l'année dernière. On a eu environ que 10 séances, mais à caractère plus politique que technique, et les sénateurs voulaient reprendre le travail. Les nouveaux, également une fois arrivés, voulaient justement rejoindre les autres sénateurs dans ce travail. Donc il y a toute cette atmosphère mélangée avec une certaine rigueur et une discipline du bureau, eh bien, qui nous a amené à avoir les séances de façon régulière, les conférences du président chaque lundi du premier mois, et aussi à mettre les commissions au travail. Et le résultat a été probant, puisque justement nous avons eu à voter une vingtaine de lois pour la première session et 4 conventions. Et je crois que, en plus maintenant du vote des lois, l'activité aussi qui était une activité, je peux dire, extraordinaire, c'est que le Sénat a pu, chaque mercredi, faire un travail de contrôle, en commençant par les banques, les différents ministères, et nous allons reprendre ce travail également pour la deuxième session. D'ailleurs, nous l'avons déjà commencé avec le ministère de l'Éducation nationale mercredi dernier sur la question des enseignants et l'état de nos établissements scolaires. Donc, je crois que les 2 rôles confiés au Sénat par la Constitution, maintenant, sont remplis de façon régulière à travers le vote de loi et le contrôle. Mais ce qui est important, c'est que au Sénat, nous nous préparons à vraiment restructurer cette institution. C'est-à-dire, premièrement, doter d'un bâtiment flambant neuf. Et tout ceci, nous sommes en période maintenant d'appel d'offres. Ceci est fait par le ministère de la Planification et l'UCLBP. Mais nous pensons qu'au mois de septembre, il y aura le lancement de cette construction. Permettez que je vous arrête un tout petit peu sur ce point. Vous êtes parti en croisade pour la reconstruction du palais législatif. Est-ce que ce n'est pas un petit peu mettre la charrue avant les bœufs? Parce que, selon certains, il y a des problèmes qui seraient beaucoup plus pressants à résoudre. Avoir un Parlement aujourd'hui, c'est secondaire par rapport aux problèmes que nous avons, selon certains. Je crois que c'est un problème principal. Pourquoi? Parce que, écoutez, maintenant au Sénat,
il y a une grande difficulté pour les commissions de travailler. Nous avons une seule salle de commission. Nous invitons par exemple les jeunes à venir suivre l'Assemblée nationale. Il y a les élèves du Canada qui étaient l'année dernière, excusez-moi, la semaine dernière. Il y a les élèves de Catherine Flon, de Marie-Reine Immaculée, il y a d'autres qui vont venir. Mais pour les recevoir, justement, avant la séance, il faut un cadre. Donc, nous, cette année, nous avons pris la décision au bureau de ne pas investir dans ce local. D'ailleurs, je crois que nous devons prendre cet argent pour compléter l'argent qui était déjà là, mais gaspillé un peu par la FIMADOM. Entre-temps, je dois vous dire que le ministère de la Planification, le ministre Aviol, a assigné la FIMADOM pour pouvoir remettre les 10 millions. C'est une firme dominicaine. Une firme dominicaine. Et vraiment, ça, c'est une victoire pour moi personnellement, puisque dans le rapport, j'avais demandé au ministère de la Planification de faire le nécessaire. Lorsque vous étiez président Lorsque j'étais président de la Commission éthique et anticorruption. Maintenant, la question est devant le tribunal. Le ministère a signé la firme et je crois que cette firme doit répondre justement pour pouvoir payer. Puisque cette firme a dit avoir utilisé 10 millions de dollars pour mettre les pieux, mais en fin de compte, je crois qu'il n'y a que 3 millions qui ont été utilisés. Donc il y a 5 millions que Haïti doit reprendre. Donc ça, c'est une victoire. Mais en attendant, il y a un lancement d'appel d'offres pour que d'autres firmes puissent maintenant venir pour la construction du Parlement. Maintenant... Qui s'élève à combien, la construction? On avait 33 millions de dollars. Il y a 10 millions qui ont été débloqués pour la FIMADOM. Il reste 23 millions de dollars. Les 23 millions ne seront pas suffisants, mais nous sommes assis avec le président de la République et nous avons justement trouvé une entente où on allait ajouter un autre 27 millions sur le fonds de 23 millions pour avoir 50 millions. Mais ce ne sera pas seulement pour le Parlement. Sur le Parlement, le palais de justice et également le palais national. Donc on va constituer un fonds. Et à chaque fois qu'il y aura un budget, on va ajouter, puisque la construction de ces bâtiments prendra au moins, pour le Parlement 2 ans, mais pour le Palais au moins 3 ans. Donc on aura à ajouter des fonds au fur et à mesure de l'évolution de la construction. Mais ce qui est important, et comme vous l'avez souligné Georges, je crois qu'il y a beaucoup justement de choses importantes. Mais si nous prenons le Parlement, nous n'avons pas une bibliothèque, il n'y a pas un musée. Il n'y a pas une bonne cafétéria, il n'y a pas une salle justement pour recevoir le public, pour recevoir les jeunes. Donc, nous vivons dans un espace où vraiment, c'est vraiment le minimum. Il y a quelques bureaux pour les sénateurs, il y a un hémicycle qui est composé d'une petite salle pour le Sénat et de la salle de l'Assemblée qui est également la salle pour les députés, une salle pour les commissions, et c'est tout. Et normalement, au niveau du Sénat, le travail de contrôle simplement demande beaucoup d'espace pour que les commissions permanentes, justement, puissent avoir le matériel, puissent avoir un espace vraiment vivable où ils puissent recevoir non seulement les ministres, les directeurs généraux, les gens de la société civile, nos paysans, les gens qui viennent de la province. Donc, j'ai été l'autre jour au Parlement canadien et nous avons vu vraiment un Parlement fonctionnel. Je crois que nous devons nous mettre à niveau. Peut-être pas arriver à ce niveau d'un Parlement qui existe depuis longtemps et on a dépensé beaucoup. J'étais là et on nous a montré un projet, 60 millions de dollars simplement pour la rénovation. Peut-être que nous-mêmes, nous aurons moins de 60 millions de dollars pour la construction. Mais nous pouvons avoir quelque chose de propre, de bien construit et vraiment la maison du peuple. La maison où l'on peut recevoir tous les gens, venir voir les députés et les sénateurs. J'ai lancé l'initiative d'inviter les jeunes à venir suivre l'Assemblée nationale. C'est pour qu'il y ait cette approche, ce contact entre les jeunes et les élus. Je crois que le plus souvent, il y a une mauvaise presse par rapport à nos élus. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est autre chose. Donc je crois que les jeunes, justement, ont maintenant l'opportunité de venir voir ce qui se passe, de comprendre ce qu'on appelle Assemblée nationale. Et là où siègent les députés, pourquoi les députés sont en blanc, pourquoi les sénateurs sont en noir, pourquoi l'ouverture de la session doit être protocolaire, et sur quel régime, justement, nous vivons, et qui explique que nous avons un Parlement bicaméral. Il y a une histoire derrière ça. Donc, nos jeunes doivent avoir le sens de l'histoire pour que nous puissions perpétrer nos habitudes et faire le développement tout en conservant nos cultures et nos traditions. Donc, je crois ça va nous permettre, même si c'est dans 2 ans,
le bureau qui sera là, ça va te permettre justement d'avoir un local beaucoup plus approprié. Et de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, l'année dernière, je crois qu'on avait dépensé plus de 75 à 100 millions dans la réparation de ce local. Mais lorsque vous avez initialement un local provisoire. Un local provisoire. Donc vous dépensez environ 2 millions de dollars dans un local et en fin de compte, vous allez laisser mieux vous prendre ces 2 millions et le placer dans le fonds. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes restreints simplement au fonctionnement, au payroll des employés et des sénateurs et nous demandons de transférer tout le reste de l'argent dans le fonds pour la construction du Parlement et je crois que c'est beaucoup plus approprié. Retournons maintenant au sein du Sénat de la République qui est proactif, je l'avais souligné, sous votre présidence. Combien de lois ont déjà été proposées Et nous avons voté une vingtaine de lois, mais je dois vous dire que les sénateurs ont déposé il y a environ une trentaine de propositions de loi. Nous avons voté des lois sur le corps des pompiers, sur la question des déchets, sur les médicaments, ou la loi où il faut avoir un pourcentage d'iode dans tout aliment importé. Et nous avons également travaillé, tel que j'ai proposé, et la loi sur le crédit étudiant. Et je crois que cette loi a fait objet d'une consultation publique à travers le pays et a fait objet également de rapport de la BNC qui voulait justement donner son point de vue par rapport à cette proposition, puisque l'un des acteurs clés maintenant de la mise en exécution de cette loi, ce sont les banques en général. Donc, enfin, on a pu consulter les universités et je crois à partir de toutes ces consultations, on a eu un travail vraiment bien fait et qui a été voté par le Sénat. Le Sénat. Et cette loi, vous êtes le père de cette loi. Une idée de la teneur du document? Eh bien, justement, moi, je crois que cette proposition vient un petit peu de ce que je peux appeler l'histoire de ma vie. Vous savez, je suis né à Raboto, au Gonaïve, et dans une famille de 6 enfants. Et je crois que nous sommes arrivés à franchir les étapes scolaires. Nous avons évité la déperdition scolaire. C'est parce que justement, nous avons eu vraiment des parents qui se sont battus jour et nuit. Mais dans toutes les familles, je crois, à l'analyse de ce qui s'est passé, arrivé en classe terminale, il y a au moins la moitié qui reste en cours de route. Et j'ai eu de la chance de bénéficier des bourses, soit pour l'Académie militaire, soit pour Montréal. Mais il n'en revient pas à tous les jeunes, justement, d'avoir cette opportunité. Et je crois que ma présence au Parlement, c'est de changer cette équation de jeunes qui puissent bénéficier d'une bourse à tous les jeunes qui doivent avoir des structures pour étudier. Et soutenus par d'autres sénateurs, tel le sénateur Cantal, le sénateur Dieudonne et tous les sénateurs de l'Assemblée. Nous avons vu qu'il faut justement remettre les choses à point. Et c'est en ce sens que cette loi a été proposée pour que les jeunes des classes terminales ou de la 9e année fondamentale puissent justement bénéficier soit des études professionnelles ou des études universitaires en ayant droit à un crédit qui puisse les permettre d'étudier pendant 5 années et de bénéficier de moratoire de 2 ans après les études pour chercher le travail et pour le remboursement immédiatement que ce jeune commence à travailler après les 2 ans. Donc, je crois que tous les jeunes, sans exception, que ce soit ceux venant des classes de la 9e année fondamentale, autrefois appelée classe humanitaire, ou des classes terminales, pourront bénéficier de ce crédit. En s'inscrivant à l'université, une université qui est reconnue par l'État, et avec cette inscription, eh bien, de se rendre dans une banque faisant partie du programme, parce que le programme sera géré par le ministère de l'Éducation nationale, pour avoir droit à ce crédit. L'essentiel, on exige un certain niveau de rendement de la part de ces jeunes, puisque justement, vous n'allez pas passer 10 ans à bénéficier de crédit alors qu'il y a d'autres jeunes. Donc, maintenant, la question
de l'enseignement universitaire ou professionnel ne sera plus une question économique où le jeune pourra s'arrêter en chemin vu qu'il n'a pas l'opportunité maintenant de payer ses études. Donc, je crois que ceci est une révolution dans notre système où le taux de déperdition était vraiment extrêmement grand entre les jeunes qui réussissent en niveau terminal, 70 000 jeunes environ, et les 15 000 qui rentrent à l'université. Et la raison majeure était une raison économique. Quel est le plafond? Le plafond est de 500 000 gourdes. Okay. À partir de 500 000 gourdes? À partir, non, de 500 000 gourdes. 500 000 gourdes, okay. 500 000 gourdes. Mais ce prêt est initié pour les études, également pour le logement, puisque les jeunes qui sont à l'université publique, à l'université d'État, sont déjà des boursiers, puisqu'ils ne paient pas. Donc, on leur offre l'opportunité d'avoir ce prêt pour le logement ou pour des matériels académiques. Mais on maintiendra cette subvention de 2000 gourdes que l'État donnait aux jeunes universitaires faisant partie de l'université d'État ou des universités publiques. Parce que justement, cette loi est venue apporter d'autres choses supplémentaires tout en conservant les acquis. Et je crois qu'une fois voté au Sénat, il y a toute une plaidoirie que nous allons faire pour que les députés puissent voter cette loi et pour que nous puissions justement l'appliquer au mois d'octobre. Puisque de concert avec le président de la République, il s'était dit qu'il allait prendre toutes les dispositions pour avoir ce fonds de contrepartie qui puisse garantir ses prêts au niveau des banques. On sait que dans la pratique, il y a des jeunes qui sont à cheval sur 2 facultés. Est-ce qu'un jeune peut cumuler 2 prêts? Non. Pour le moment, un seul. Étant donné que nous avons beaucoup de jeunes qui aspirent à ce prêt, il y a beaucoup de jeunes aussi qui je crois, ont dû laisser l'université juste à cause de la raison économique, qui peuvent maintenant prétendre retourner. Ce ne sont pas seulement les 70 000. Un grand nombre de jeunes avaient dû justement laisser l'université à cause de la raison économique. Je crois qu'avec ce prêt, ils vont retourner. Et on a augmenté l'âge jusqu'à 35 ans. Et le débat était très, très houleux sur cette question. Au départ, c'était 25 ans. On a mis à 30 ans et jusqu'à 35 ans, donnant l'opportunité à ces jeunes, justement, encore de fréquenter. Mais ce sera pour, disons, une seule faculté, puisque nous avons, peut-être à la longue, on pourra modifier, mais ce prêt, je crois, au départ, il est pour tous les licenciés, les jeunes au niveau du programme de licence, mais il y aura également des prêts accordés à des jeunes qui pourront bénéficier d'une formation en maîtrise, soit dans le pays ou à l'étranger, et ceci fera l'objet de règlements plus stricts, mais également il y aura l'opportunité. Donc on dirait que c'est un grand coup politique de la part du sénateur Yuri Latortue. Je prends sur moi de vous féliciter pour cette proposition de loi, sénateur, qui est en 2e lecture à la Chambre des députés. Oui, qui est en 2e lecture à la Chambre des députés. Moi, je crois que c'est un grand coup pour les jeunes, puisque moi, j'ai toujours souffert de voir des jeunes qui avaient commencé avec moi chez les frères de l'instruction chrétienne, et malheureusement, qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues, juste une question économique, alors que ces jeunes avaient l'opportunité. Donc, de Raboto, de Gonaïve, je crois que c'était la même chose qui sévissait un petit peu partout dans toutes nos villes. Et je crois aujourd'hui, ce n'est que justice pour que tout jeune puisse fréquenter l'école et avoir la possibilité d'avoir accès à ce crédit. Et on verra, il y a beaucoup de capacités, beaucoup d'intelligence, justement, qui étaient en dehors du système, maintenant qui rentreront et qui pourront servir ce pays, qui pourront servir Haïti. Voilà, merci Président Latortue. Nous allons marquer la première pause à l'émission et au retour, nous allons continuer de parler du fonctionnement du Sénat et on reviendra pour jeter un petit coup d'œil sur le discours que vous avez prononcé hier à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année législative 2017 et pourquoi pas une petite analyse du discours du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine par devant l'Assemblée. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, le président du Sénat, Yuri Latortue. Restez avec nous, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez
suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, il est encore là avec nous, le président du Sénat, le sénateur Yuri Latortue. Avec vous, on va essayer de passer plus ou moins rapidement sur certains points, certains faits d'actualité, comme le salaire minimum, par exemple. Aujourd'hui, il y a les ouvriers. Ils ne sont plus dans les rues, mais ils sont sur le qui-vive. Ils réclament 800 gourdes comme salaire journalier, salaire minimum. En 2 fois, dans 2 discours, vous avez souhaité, espéré, demandé qu'il y ait un juste ajustement du salaire minimum. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et vous savez, Georges, ce qui est important, c'est que les problèmes doivent être réglés dans les institutions, à travers les institutions. Moi, j'ai toujours essayé d'être un homme d'institution, puisque la démocratie se repose sur les institutions. À un certain moment, les employés étaient dans les rues. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus dans les rues qu'il ne faut pas régler le problème. Je crois qu'il faut un juste ajustement qui permettrait aux ouvriers maintenant d'avoir un minimum et également aux entreprises de fonctionner. Je crois qu'il faut éviter l'extrême où justement le salaire arrive à tuer l'entreprise et il ne faut pas que l'entreprise justement tue le salaire. Donc je crois qu'il faut, l'objectif maintenant de l'entreprise, c'est de créer un certain bien-être. Et ce bien-être doit être étendu aux ouvriers, au cadre de l'entreprise et aux dirigeants de l'entreprise. Est-ce pour cela, moi j'étais pour l'installation du Conseil supérieur du salaire, pour que les débats puissent être faits à l'intérieur de ce Conseil, puisqu'il y a un certain équilibre, la représentation syndicale, la représentation patronale et la représentation étatique. À partir de ce moment, eh bien, il faut qu'on puisse veiller à ce qu'il y ait un juste ajustement salarial pour le bien-être des ouvriers et pour en même temps faire fonctionner l'entreprise. Je crois que c'est un thème qu'il faut reprendre et les ouvriers, les employés verront que les institutions également sont en train de statuer exactement sur leurs problèmes. À côté de ce conseil qui est l'acteur principal, eh bien, il y a d'autres institutions qui veillent et qui aimeraient qu'il y ait un juste équilibre qui est établi entre patronat et ouvriers. On comprend la demande des sous-traitants qui réclament aujourd'hui 800 gourdes alors que le salaire est de 300 gourdes. Ils ont demandé un tonneau pour avoir une bouteille. Mais est-ce que vous allez oser mettre un chiffre? Non, je ne veux Ça pas pourrait mettre de tourner chiffre. autour de... Non, lorsque vous parlez de juste ajustement. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez bien dit, vous pouvez demander un tonneau pour avoir une bouteille, mais il faut donner la bouteille. Oui. Il ne faut pas demander le tonneau et puis ne rien donner. Donc je crois que... Ni espérer qu'on va recevoir exactement, le tonneau non. également. Il ne faut pas, parce que ce qui arrive en Haïti, c'est que pour le moment, nous sommes encore au stade primaire de la sous-traitance. Par exemple, en République dominicaine, il y a eu la sous-traitance, et de la sous-traitance, maintenant, on passe au niveau des services. On est au niveau du tourisme, on est au niveau justement de certains du secteur électronique. Et on commence à un petit peu changer, je veux dire, l'orientation du travail. Aujourd'hui en Haïti, on est encore au premier stade où on essaie de bénéficier du travail par rapport au secteur de la sous-traitance. Il ne faut pas qu'au départ, nous puissions créer certains problèmes et justement qui nous arrêtent au premier niveau. Donc, il faut veiller à l'équilibre, il faut veiller à protéger nos ouvriers, à leur donner un certain bien-être, mais en même temps à ne pas rater ce train, puisque nous bénéficions de la loi peut-être depuis longtemps et nous n'arrivons pas encore à avoir ces 100 000, ces 200 000 emplois. Je crois que maintenant qu'il y a une certaine stabilité politique, maintenant qu'il y a des gens qui veulent venir investir, il faut trouver le juste milieu de façon à ne pas répéter la situation de 1991. Où on avait environ 200 000 emplois et par des grèves à répétition. Et à la fin de la journée, on a perdu eh bien, tous les bénéfices. La plupart des entreprises se sont rendues en République dominicaine et Nicaragua, Panama. Eh bien, ces pays ont bien reçu nos entreprises et en fin de compte, on a eu vraiment, je peux dire, une descente aux affaires avec peut-être 10 000. Une économie en berne. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui, avec la tête sur les épaules, bien réfléchir, apporter justement ce juste ajustement aux ouvriers et en même temps protéger nos entreprises. Et toujours pour rester dans l'économie, on sait le rôle
économique, si je peux le dire comme ça, de l'armée. Vous plaidez pour le retour des forces armées d'Haïti, alors que il semblerait que les États-Unis ne sont pas favorables à ce retour, à cette reconstitution, réhabilitation des forces armées. Est-ce que vous n'avez pas certaines craintes quelque part de muter sur un allié important d'Haïti, les États-Unis? Aucune crainte. Tout ce qu'Haïti doit faire, depuis 1804, tout ce que nous devons faire, qui est vital pour le pays, n'a jamais eu la bénédiction des pays étrangers. Que ce soit l'indépendance, que ce soit certaines décisions qu'on a prises à l'ONU par rapport à des pays qui étaient en difficulté. Jamais on a eu l'aval des pays étrangers. Et je crois qu'aujourd'hui, la question de l'armée, tous ceux qui ont le sens de l'histoire doivent comprendre pourquoi des Haïtiens réclament leur armée. Ça, c'est la première chose au niveau historique. Mais la deuxième chose, regarde ce qui se passe dans le pays. Un président pour le président Jovenel, qui dirige le pays, qui n'a aucune capacité nationale pour justement faire avancer le pays. Nous prenons par exemple l'exemple de la caravane. Mais le bout en train, la pierre angulaire de la caravane, c'est le ministère de la Défense. Ce sont ces officiers qui, venus de l'Équateur, peuvent travailler presque 24 sur 24, de concert avec le CNE aussi. Regarde ce qui se passe au niveau de la Grand'Anse. Il y a eu tous ces cyclones, mais il n'y a que ces officiers qui ont pu maintenir pendant longtemps, dès le départ des troupes étrangères. Il n'y a aucune capacité nationale. La protection civile n'est pas à même de maintenir. Et aujourd'hui, le Grand Sud est comme délaissé parce qu'il n'y a pas des institutions qui peuvent maintenir ce travail quotidien pour justement remettre à niveau cette partie du pays. Je crois aujourd'hui la question de l'armée est transversale, dans le sens où il faut inculquer la discipline chez nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'Haïtien qui est au pays ne travaille pas, et ce même Haïtien travaille à Miami, travaille en République dominicaine. Il y a un certain laisser-aller pendant les 25 dernières années, où nous avons négligé tout ce qu'on appelle le civisme dans ce pays, et le service civique, et le service militaire, et nos jeunes ne sont pas formés dans une certaine école à un certain âge pour justement avoir comme rêve de changer ce pays. Il nous faut se creuser. Ce creuset devait être l'université. Mais vous voyez ce qui se passe à l'université. Ce creuset peut être le service civique, où nous nous rencontrons, bourgeois, pauvres, paysans, pour prendre une formation commune. Lorsque les gens parlent d'armée, ils font toujours référence justement à cette ancienne armée qui a fait beaucoup de défauts. Mais je l'ai toujours dit dans mes discours, l'armée, justement, bénéficiait d'une structure d'Amérique latine, d'une protection des États-Unis, justement, qui la protégeait au niveau des coups d'État, au niveau des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, la structure est autre. Et nous, à une certaine tolérance de ces pays, à un certain moment, ceci ne doit pas nous dévier justement de l'histoire de notre pays, où l'armée était là bien avant cette nation. Et aujourd'hui, l'armée deviendra ce principal creuset, mais une armée vraiment patriotique. Ce principal creuset où les jeunes peuvent se rassembler, où les jeunes peuvent suivre l'instruction civique pour faire de ce pays justement ce que nous voulons. Vous pouvez avoir 3 milliards, 4 milliards dans ce pays, et vous pensez investir dans les routes, investir un petit peu partout pour changer, il n'y a aucun changement. Puisque justement, derrière toute cette économie, derrière cet argent, il faut quelqu'un qui a l'amour de ce pays. Il faut quelqu'un qui a une certaine discipline, une certaine rigueur. Et aujourd'hui, l'on peut voir, même au niveau du Parlement, pouvoir faire respecter l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, alors que ça devait être facile. Lorsque nous fixons les séances et que ça ne réussit pas, on arrive à transférer 2 heures ou 3 heures après, ça, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas l'argent. C'est notre culture qui s'est détériorée. Je suis arrivé au Parlement canadien. Eh bien, on nous a invités pour 8h45. Tous les députés étaient déjà là. Tous les députés, aucun absent. Alors que ceci, ce n'est pas la même chose chez nous. On invite, par exemple, disons, on dit les députés en blanc, les sénateurs en noir. Écoutez, ceci ne va pas changer la République. Mais c'est un signe de respect des règlements. C'est le symbolisme. Il faut respecter tout ça. S'il n'y a pas une formation
où ces jeunes qui vont devenir députés, sénateurs, se retrouvent pour apprendre cette discipline, pour apprendre l'amour de ce pays. Ce civique, écoutez, vous n'allez rien faire, même si vous avez beaucoup d'argent. Et en ce sens, moi, je propose maintenant cette armée de métiers pour que cette armée puisse être le cousin de la formation de tous nos jeunes, cette armée puisse être la grande protectrice de notre environnement, la grande protectrice de notre territoire, et aussi cette institution transversale capable d'être en backup à tous les ministères. Là, nous sommes sur le plan théorique, sénateur, mais voyons, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en Haïti, le seul PMA de la Caraïbe, de la région, mais quelle doit être cette armée aujourd'hui? Comment elle doit être constituée? Avec Écoutez, pour mission de faire quoi exactement? Je l'ai déjà dit. Le fait de notre budget, justement, soit un petit budget, nous devons avoir une armée de petite taille. D'environ? Une armée de petite taille ne dépassant pas 5 000 hommes. Okay. Parce que nous ne pouvons pas supporter une plus grande armée. Mais je vais vous dire, pour l'armée, nous pouvons avoir une armée de métier de 5 000 hommes, mais nous pouvons avoir une armée de 100 000 hommes avec des conscrits. Lorsque vous avez une armée et que les jeunes, en général, bénéficient d'une formation de 3 à 6 mois, tous ces jeunes constituent la réserve de l'armée. Mais ce ne sont pas des gens qui sont payés. Ce sont des gens qui sont recrutables et qui vont être mobilisables à des moments, je veux dire, de l'année, soit pour des exercices, soit également pour venir en aide dans les moments de catastrophes naturelles ou d'autres services. Donc, vous allez avoir une armée avec un groupe justement de 4 à 5 000 hommes de métier qui vont former tous nos jeunes et qui peuvent mobiliser 100 à 200 000 jeunes à n'importe quel moment de la durée et qui seront justement au service de la République pour toutes sortes de services. Donc, ce modèle est appliqué par plusieurs pays. Nous n'avons pas besoin de 60 000 hommes mobilisables sur les drapeaux comme la République dominicaine, parce que notre armée ne sera pas une armée offensive. Ce sera une armée défensive pour protéger nos frontières contre la contrebande. Ce sera une armée défensive pour nous protéger contre la drogue. Ce sera une armée défensive pour nous protéger contre les terroristes. Ce sera une armée ancrée dans la population, respectueuse du pouvoir civil et soumise également au pouvoir civil. Donc, les grandes lignes de cette armée doivent être retracées. Les grandes lignes de cette armée doivent être inscrites dans la loi sur les règlements généraux des forces armées. Et surtout, il faut dire que l'armée que nous avions eue de 1915 jusqu'à 1995, ça a été une armée mise sur pied par les Américains. La vraie armée que nous avons qui a été implantée par les Haïtiens, c'est l'armée indigène. Et vous savez, l'armée indigène était bien impliquée dans cette population. Il y a eu justement cette déviance où l'armée s'est impliquée dans le pouvoir et nous avons vu des généraux prendre le pouvoir qui a provoqué justement toutes ces attaques venant des cacos, soit des piquets. Il y a eu cette déviance et il y a eu cette déviance partout dans l'Amérique latine. Mais ce qui est important, si nous revenons aux sources, nous avons vu comment l'armée était impliquée maintenant à travers cette population par toutes sortes de choses. Par exemple, l'armée avait toujours le concert sur les places, dans les villes, partout il y avait ça, et la population venait chaque dimanche regarder ça. C'était une façon justement de maintenir le binôme armée-population. Aujourd'hui que nous avons perdu tout ça, aujourd'hui que nous avons constaté que depuis 1995, nous avons eu justement cette absence de l'armée et qui provoque beaucoup de problèmes à travers le pays, je crois que nous devons nous mettre ensemble. Et il y a 4 études au moins qui ont été faites par rapport à la mise sur pied de l'armée. Nous devons les regarder, mais commencer déjà par la désignation de commandant en chef qui pourra... La création d'un état-major. La création d'un état-major. Et le gouvernement est à pied d'œuvre. Bon, il est parti du bon pied selon vous? Moi, je crois que le gouvernement doit le plus vite possible désigner un état-major pour pouvoir, premièrement, implémenter tout ce que nous venons de dire. Il y a une certaine philosophie qu'on doit expliquer. Donc, il doit avoir un vis-à-vis. Et aujourd'hui, nous avons 180 officiers et soldats qui sont dans les rues. Donc, ils doivent avoir un commandement. Et en même temps, lancer le débat avec le Parlement, puisque au niveau de l'état-major, ils doivent préparer les avant-projets pour les soumettre au gouvernement et ensuite transmettre les projets. Mais pour préparer les avant-projets, cet état-major doit, à travers le pays,
justement expliquer cette philosophie, expliquer au Parlement pour pouvoir retrouver le consensus sur les lois. Mais il nous faut ce départ, et ce départ ne pourra être fait que par l'état-major, puisque dans la Constitution, il est dit, c'est le commandant en chef qui dirige l'armée, pas le président. Le président est le chef nominal, mais le commandant en chef, c'est le chef maintenant d'exécution, et les avant-projets doivent sortir maintenant de cette institution. Aujourd'hui, on assiste à une recrudescence de l'insécurité. D'un côté, il y a le gouvernement, sinon le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, à travers le Premier ministre, le ministre de la Justice et le directeur général de la police, qui accusent de défaillance l'appareil judiciaire. Le gouvernement, le CSPN, quoique, c'est la défaillance, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui serait à la base de l'insécurité. Il y a de l'autre côté des observateurs qui voient dans cette remontée de l'insécurité une liaison entre le départ annoncé de la MINUSTAH, et le phénomène en soi. Vous-même, en tant que président du Sénat, ancien militaire, quelle est votre lecture de la situation? Ma lecture de la situation peut être faite en deux volets. Premièrement, le volet conjoncturel. Je crois que la police est en train de faire un bon travail. Et la police, justement, ne bénéficie pas d'un renforcement structurel poussé de cette institution. Et également, la police a comme maillon faible la défaillance d'autres institutions. Et je crois au niveau de la justice, ce n'est pas simplement une question des magistrats. Comment comprenez-vous jusqu'à présent les dossiers des prisonniers, les dossiers des inculpés ne sont pas toujours informatisés? Et que vous avez des gens qui sont en prison, qu'on les oublie, vous avez des gens qui viennent et qu'on entend après 3 ou 4 mois. Le système en général est faible. Moi, j'ai été particulièrement, comme président de la commission justice et sécurité, j'ai travaillé pour renforcer ce système. On a pu augmenter le salaire des juges, on a pu venir avec d'autres, mais le système, jusqu'à présent, c'est très faible. Et nous devons travailler. Et je crois que c'est l'un des maillons faibles qui peut provoquer l'insécurité, dans le sens où des gens qui sont en prison et qui peuvent bénéficier justement d'une certaine liberté très facile ou bien en essayant de le monnayer, et sachent qu'ils n'auront pas à rester longtemps en prison et qu'ils peuvent recommencer. Et à ce moment, ils sont beaucoup plus arrogants, beaucoup plus agressifs, et justement dans leur travail. Donc, à côté du travail des policiers, encore que je félicite d'ailleurs, et hier c'était la fête de la police, j'ai été là-bas, je crois que environ 15 000 policiers maintenant sur le territoire. On peut s'attendre à un travail efficace, mais il faut renforcer le travail maintenant de la justice. Mais dans le sens structurel, vous savez, nous n'avons pas un système vraiment, je peux dire, institutionnel pour la protection des citoyens. Le système de sécurité doit se reposer sur 3 grands axes. La police, comme l'institution qui sert et qui protège les citoyens, l'armée, comme l'institution qui défend le territoire, et l'intelligence, comme l'institution qui apporte toutes les informations et qui permettent à ces 2 institutions de ne faire que la prévention. Parce que lorsque vous avez l'information, vous faites la prévention. Lorsque vous n'avez pas l'information, vous faites des opérations. Et dans les opérations, il y a beaucoup maintenant de problèmes collatéraux. Donc, dans ce sens, si vous avez un système qui se repose sur ces 3 axes, l'intelligence, l'armée, la police, je crois que, écoutez, la MINUSTAH, pour nous, c'était quelque chose d'insolite. Il ne fallait pas avoir ces troupes étrangères. Il y a tellement de gens qui bénéficient de la MINUSTAH, écoutez, ça ne m'étonnerait pas qu'ils veulent rester pendant 20 ans, 30 ans. Donc, il y a avoir des petites manœuvres. Mais si nous nous organisons, écoutez, ces petites manœuvres ne peuvent pas nous nuire. Maintenant, la question de la police est l'auxiliaire de la justice doit être renforcée.
Mais ce qui est important, et je l'ai souligné au président Jovenel, nous avons pour le moment un budget rectificatif. Mais au budget d'octobre, il faut, une fois pour toutes, renforcer le système de sécurité, qui ne pourra se reposer que sur ces 3 grands axes. Et considérer police, armée, intelligence. Et ne considérer les actes de sécurité comme des exceptions. Ça peut arriver à un certain moment, il y a une explosion à Londres, il y a quelque chose qui arrive à Boston. Mais immédiatement, le système prend ça en charge. Ici, cela arrive et puis on compte sur la bonne foi du chef de la police, qui peut envoyer certains policiers dans les rues, qui peut justement manifester une certaine visibilité. Non, lorsque vous avez ce genre de choses, la police peut être présente dans le lieu, mais l'intelligence est déployée sur tous les territoires. L'armée prend des dispositions de défense pour ne pas laisser rentrer et sortir n'importe qui. Et c'est pour cela que quelque chose se passe à Boston. On dit qu'on l'arrête à Los Angeles. Parce que justement, le système est mis en branle. Ici, nous n'avons pas ce système qui n'agit pas et que c'est par la volonté de quelqu'un qu'on arrive à poser un acte. La réaction policière, par exemple au Canada, est de 10 minutes. Lorsqu'il y a quelque chose, la police arrive dans 10 minutes. Mais ce n'est pas seulement la police qui agit, c'est parce que l'intelligence donne l'information, la police agit et l'armée est en soutien. Mais l'armée n'est pas visible puisque c'est une démocratie. Mais dès que la police est surpassée, cette armée est déjà là. Nous voyons l'armée dans les aéroports de France. Maintenant, l'armée se trouve dans les aéroports de Londres. Donc, ce qui signifie, c'est cette corrélation qui existe entre ces 3 grands axes qui peut apporter le système de sécurité. Et ces institutions sont complémentaires, ne sont pas parallèles. Les gens en Haïti parlent de la police comme si nous avons la police, nous ne pouvons pas avoir d'armée. Non, la police est complémentaire à l'armée, puisque la police protège les citoyens, l'armée protège le territoire. Maintenant, la police protège cette institution qui est Radio Télé Métropole, mais la sécurité ne s'arrête pas au premier périmètre. Pour bien protéger Métropole, il faut qu'on puisse protéger la frontière. Parce que s'il y a quelqu'un qui sort de la République dominicaine pour justement venir attaquer cette institution, eh bien, on ne l'aura pas à l'arrêter devant la porte. Devant la porte, le danger est déjà là. Dès son départ. Il faut l'arrêter sur la frontière. Donc, les institutions sont complémentaires et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de toutes sortes d'idéologies, la valace, du valériste, centriste, il faut nous dire que nous avons un pays à protéger. Il faut laisser un pays sécuritaire pour les générations à venir. Mieux, un pays sécuritaire pour nos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger, qui veulent rentrer. L'autre jour, j'étais à une conférence et j'ai appris qu'il y a 40 milliards de dollars d'épargne des Haïtiens à l'étranger. Des Haïtiens qui ont 40 milliards, imaginez que ce pays est sécuritaire et que ces gens rentrent. Nous n'aurons plus besoin d'aide de l'Union européenne ou de la Banque mondiale. D'ailleurs, jusqu'à présent, ce sont les Haïtiens qui contribuent mieux au PIB de ce pays. Nous recevons environ 2,5 milliards de dollars et l'aide complète de tous les autres pays par année ne dépasse pas 300 millions de dollars. Donc, c'est dire que nous avons cette opportunité et les Haïtiens de l'étranger n'attendent qu'une seule chose, un pays sécuritaire. Parce qu'ils ont laissé Haïti, mais Haïti ne les a pas laissés. Partout où vous passez, Haïti se trouve dans le cœur de chaque Haïtien qui veulent, même s'ils ne retournent pas, mais avoir quelque chose ici. Tout doit commencer par cette question sécuritaire. Parlons de pays sécuritaires, de stabilité entre autres. Je vais vous poser une question assez large et ce sera la dernière. Quel regard portez-vous sur la présidence de Jovenel Moïse aujourd'hui? Cela fait quelques mois déjà, 6 mois. Je crois que le président Jovenel manifeste beaucoup de volonté dans la gouvernance de ce pays. Beaucoup de volonté par rapport à des sujets abordés, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement. Simplement, il y a un système en place où le président, justement, doit faire les grandes réformes. Le président doit mettre de la volonté pour agir, sinon, il va être pris en charge. Dès que vous, en Haïti, vous êtes dans une position et que vous n'agissez pas, vous ne prenez pas les grandes décisions, maintenant le système vous prend en charge et vous vous retrouvez à la fin de la journée en situation d'échec. Le président doit agir sur beaucoup de secteurs, les affaires étrangères. Le président doit faire les réformes nécessaires au niveau de l'énergie. Au niveau de l'agriculture, ça demande beaucoup de courage. Et moi, je vois que le président tarde à effectuer les grandes réformes. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, mais le président a été élu justement pour être au service
de la population. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage des affaires étrangères, beaucoup de gaspillage de l'agriculture, des gens qui ont volé des tracteurs au niveau du CNE. Il y a beaucoup de gaspillage au niveau de l'éducation. On doit payer les professeurs, mais il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas en salle de classe. Le président doit prendre toutes les mesures. Et je crois qu'en prenant toutes ces mesures, il y aura un peu d'argent, justement, pour servir cette population. Ça tarde, ça fait 3-4 mois, et je crois qu'il est temps. Sinon, le président va rentrer dans le système, il y aura beaucoup de mésalliances, et on verra une Haïti qui sera gouvernée comme autrefois, avec des petits projets, mais pas un programme. Le président doit pouvoir, au mois d'octobre, lancer son plan quinquennal, puisque aujourd'hui, il y a un budget rectificatif, disons un budget de dépannage, mais il doit avoir son plan quinquennal basé sur les promesses électorales, prendre les décisions qu'il faut pour assainir l'administration, prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir gérer, et comme le président a dit, chaque gourde recueillie, prendre les décisions qu'il faut pour continuer avec les enquêtes, par exemple, sur Petro-Caribé, prendre les décisions qu'il faut pour faire une réingénierie de l'État. Là, on n'a pas besoin de 17 ministères, vous savez. Et en France, je crois qu'il y a moins de ministères qu'Haïti. Environ 13. On n'a pas besoin. Il faut justement pouvoir faire une réingénierie, pouvoir regrouper ces ministères, leur donner un vrai budget et leur demander des résultats. Tout ceci doit être fait. J'ai remarqué, et je remarque jusqu'à présent qu'il y a une grande volonté de la part du président. Maintenant, c'est le temps de l'action. Il doit passer à l'action. On a l'impression que vous accordez au président de la République un mini-zéro. Non. Il faut avoir de la volonté au départ. C'est de volonté politique. Et le président a commencé à agir, mais pas à travers une structure. Il agit comme président pour se déplacer. Mais il ne pourra pas maintenir ceci pendant ces 5 ans. C'est le système qui doit agir. Il doit être là comme leader et faire marcher et faire avancer les choses. Donc, je crois qu'il y a certes beaucoup de choses à corriger. Moi, j'ai remarqué cette grande volonté. Je me déplace de temps en temps avec le président dans l'Artibonite parce qu'aujourd'hui, on avait promis aux paysans de l'eau, on avait promis des routes, et aujourd'hui, le président se lance dans ces grands travaux. Donc, je suis là avec lui. Mais je ne regarde pas seulement l'Artibonite, je regarde ce pays où moi, je suis un sénateur de l'Artibonite. Et même comme sénateur de l'Artibonite, je suis le président du Sénat. Il y a des mots à placer. Hier, je l'ai fait sur la question universitaire, sur le salaire minimum, sur les institutions de ce pays. J'ai appelé le sénateur pour lui dire quand est-ce que nous allons compléter la Cour de cassation, l'Office de la protection du citoyen. Nous allons mettre sur pied le Conseil électoral. J'ai des responsabilités également nationales. Mais le président, c'est lui le leader. Donc il a beaucoup plus de responsabilités. Et il doit s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, même si l'on vient d'un parti politique, l'on ne dirige pas pour ce parti politique. L'on ne dirige pas pour ses amis. L'on dirige pour cette population qui est sortie et qui vous a voté. Donc on attend des résultats. La vraie dernière question, est-ce que au niveau du Sénat, vous vous préparez déjà, encore vous sentez que vous allez interpeller le gouvernement après 6 mois? Comme il est dit dans la Constitution, si vous le voulez bien. L'interpellation dépend de l'Assemblée, pas du président. Donc, non, mais est-ce que ça se sent? Est-ce que cela va se faire? Est-ce que vous vous dites que, bon, du train où vont les choses, il y a cette possibilité qu'on interpelle après 6 mois? Moi, je crois que le gouvernement avait 2 ou 3 mois pour prendre sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, le temps est à l'action. Le gouvernement ne doit pas rater l'action, car s'il rate l'action, on pourra faire des actions contre lui. Il doit, pour le moment, passer à l'action. Voilà. Et c'est ce qu'attend le peuple haïtien. Merci, sénateur Youri Latortue, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, c'était le président du Sénat. Merci encore, sénateur. À moi, vous remercier, Georges. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.
Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.